Vous le savez, on a des auditeurs qui adorent écrire. Antoine Bernier nous a pondu un roman qui est tout simplement fantastique. C'est Elliot, qui est un personnage qui retourne dans le passé en 1925, où il devra apprendre la vie rudimentaire de cette époque-là, mais également apprendre du passé, justement. Et vous pourrez retrouver plusieurs choses que vous aurez vues au fil des épisodes du trio économique au fil du temps. Même certains personnages vont vous faire penser à vos animateurs préférés. Ce livre-là est disponible sur Amazon avec Antoine Bernier à 22 $. Vous l'avez à l'écran, je vous l'affiche juste ici. Les leçons du passé, tome 1, le piège du confort. Je vous le suggère fortement, j'ai un malin plaisir à lire ça. Le livre d'Antoine est tout simplement excellent. Je vous le recommande fortement. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Ah, c'est moi qui commence, c'est vrai. Hey, bienvenue dans le trio économique. Vincent, il taquine le caribou sur X avec les affaires d'immigration puis de logement. Il lui dit que là, vous n'avez pas tout à fait raison. Puis là, PSPP, il sort puis il dit « Ouais, là, c'est à cause des immigrants qu'on n'est pas capable d'avoir de logement. Puis on s'est fait voler le rêve d'avoir son habitation par le gouvernement fédéral puis sa politique migratoire. » Fait que là, évidemment, il y a des caribous qui sortent puis qui défendent PSPP parce que ce PSPP, c'est un gentil garçon. Puis là, Vincent, il n'est pas d'accord parce que Vincent, lui, il a des études qui disent que c'est pas vrai ou pas tout à fait vrai ou qu'il faudrait avoir 350 nuances qu'il faut prendre en considération. Puis, fait que là, Vincent, il leur répond sur X avec 8 notes de bas de page. C'est ça, quand tu taquines Vincent Geloso, tu te ramasses avec des notes de bas de page. Ça, c'est très, très, très particulier. Puis là, t'es fourré parce que là, si tu répliques à quelqu'un qui a mis des notes de bas de page dans son tweet, Chris, c'est quoi tu fais, man? Il faut que tu lui répondes, mais est-ce que toi aussi tu mets des notes de bas de page? Mais c'est embêtant. N'est-ce mettre des notes de bas de page d'une étude que t'as pas lue? Mais lui, Vincent, il a lu son esti d'étude. C'est ça qui te fourre. Fait que quand Vincent taquine le péquiste, moi j'ai du fun. Fait qu'on fait un podcast sur le sujet aujourd'hui. Ouais. Fait que là, Vincent, faut quand même résumé. Faut juste souligner que Yann a improvisé entièrement cette longue tirade et elle était très cohérente. Avec il n'y a eu aucun break. C'est quasiment comme s'il l'avait pratiqué pour vrai. C'est comme s'il y avait un recherchiste qui l'avait écrit pour lui à Radio-Canada, puis il l'avait lu en ondes avec ses cheveux de plastique. Ouais, c'est ça. Mais. Ça aussi, c'est improvisé. Ouais, fait que je vais résumer tout ça par une question. C'est-tu vrai que les métèques nous volent nos maisons? Hey, cet épisode-là va être long et pénible. Non, mais il faut le dire quand même. Ah, mais j'aime tellement pas ça, pareil, ce qui se passe de ce côté-là. Je trouve qu'on casse du sucre sur le dos des immigrants, c'est l'enfer. Là. Ah oui, écoute, je ne m'ostinerai pas avec toi là-dessus sur le... Je vais partager ton share screen. Voilà. Mais écoute, ça a commencé parce que ça fait plusieurs fois là, que je dois dealer avec cet argument-là, puis je les avais juste pas combinés à la même place. Fait qu'en gros, ce que je veux faire avec vous, là, c'est de résumer la réponse. Est-ce que les immigrants vraiment causent la crise du logement? Puis je vais le combiner dans un article éventuellement, mais je voulais au moins l'expliquer. Fait que les gens, s'ils veulent chercher le feud sur X, on parle d'une réponse que tu as faite à Frédéric Lacroix le 26 mai. Exactement. Si vous voulez trouver exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis quels sont les tweets de Vincent avec multiples nuances et notes de bas de page. Oui, bien, celui-là, il n'était pas particulièrement nuancé parce que le seul point que ça dit, c'est que les gens disent que les immigrants augmentent le prix du logement. Puis c'est vrai, dans la mesure que si tu rends l'offre de logement parfaitement insensible au marché, c'est-à-dire que si tu as la mairesse Plante qui arrive et qui dit tu ne peux pas construire quoi que ce soit à Montréal,
c'est sûr que plus de gens à Montréal, immigrants ou non, by the way, ça veut dire des gens qui quittent, par exemple, Saguenay, je les comprendrais de faire ça, mais qui quittent... Ta gueule, tu viens du lac. Ah, c'est vrai. Merci, enfin. Hey, man, c'est une première, ça, là. Ah ouais, c'est pas pire, on progresse quand même. Écoute, whatever. C'est une région de co-sanguin. Mais... OK, on régresse. On a tout perdu ce qu'on avait gagné. Écoute, peu importe à quel point peu importe le changement de population, tu vas avoir une grosse augmentation de prix si l'offre de logement ne peut pas augmenter. Ouais. En gros, si l'offre est inélastique, pour le dire. Exactement. Mais il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que ça ne veut pas dire que, même si elle est très élastique, mais pas parfaitement élastique. Parfaitement élastique, ça voudrait dire que tu peux augmenter la demande d'1 milliard de personnes puis ça ne changerait pas les prix. À moins que tu ailles ça, il va toujours avoir un petit effet sur le prix du logement. Et donc, le caribou moyen pourrait toujours dire « Ah, j'ai ce que je veux! » La preuve, les prix sont plus élevés que les immigrants. Puis c'est vrai. Ça serait absolument vrai. Ouais. Le problème, c'est que ça ne veut pas dire que le logement est moins abordable. Puis la chose qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration peut rendre le logement plus abordable dans plusieurs conditions. Oui, parce qu'eux autres, en gros, ce qu'ils disent, c'est ben là, si au Canada, il y a rentré 450 000 personnes, ben c'est sûr que ça crée que ça cause la crise du logement, pénurie de logement, pénurie de maisons, pénurie de tout, de tout ce qui est, appelons ça l'habitation, là, parce que c'est pas juste le logement, c'est toutes les formes d'habitation, parce qu'il y a plus de demandes. Il y a personne qui aide sa construction des immigrants? Essentiellement, c'est ce qu'eux autres disent. Ouais, je sais, mais je veux dire, à un moment donné, c'est comme un peu trop facile comme argument. Je veux dire, c'est sûr que si tu arrives avec un choc immédiat, tu ouvres les vannes, puis d'un seul coup, tout le monde débarque, bang, tu dis, OK, il peut avoir un choc. Mais je veux dire, là, tu es là, tu dis, OK, là, tout ce monde-là, on vient de recruter 1 million de personnes, parfait, c'est tous des médecins. Là, tu dis, ça se peut qu'on soit fourré parce que là, tu te dis, elle a besoin de médecins, mais elle n'a pas besoin d'1 million. Fait que là, ça va être plus tough. Mais là, dans le million de personnes qui débarquent, c'est pas tous des médecins. Là. Tu dis, OK, il y en a là-dedans qui vont faire différents jobs. Il n'y a personne là-dedans qui va être capable d'avoir un marteau, puis une scie, puis de travailler sa construction. Là. C'est tout ça qu'on est en train de me dire? Oui, mais d'ailleurs, ton exemple, juste avec Vincent répondre, si tu prenais l'exemple des médecins, c'est exactement le même argument, parce que vous remarquerez que leur argument n'est pas juste relié au logement, mais il va être relié aux services et aux biens en général. Puis ils vont dire, ben, à cause de l'immigration, on a de la misère à avoir des médecins puis d'avoir accès aux soins de santé. Ça revient au même argument. C'est vrai, si tout le monde qui vient, qui est médecin et infirmière, tu fais conduire des taxis à Montréal, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à mener à avoir des soins de santé. Bien, tu vois, c'est là que tu me permets de setter vraiment la table. Si tu veux vraiment savoir si l'immigration peut rendre le logement moins abordable, il faut que tu penses que l'immigration peut avoir deux effets. Un sur les prix du logement, puis d'autres sur le revenu. Fait que si, mettons, tu permets à aucun des médecins algériens qui vient ici, mettons, de devenir médecin, ben, tu te prives de tous les bénéfices que tu aurais d'avoir plus de médecins. Right? C'est-à-dire que tu as moins de temps d'attente, donc les gens peuvent travailler plus longtemps. Que si tu interdis aux gens d'entrer dans le secteur de la construction, que le prix des constructions va augmenter. Mettre tout ça ensemble, c'est toutes des choses que l'immigration pourrait augmenter les revenus, mais si tu réglementes trop, les revenus pourraient augmenter moins avec l'immigration que les prix du logement. Ce qui est probablement le cas. Parce que ça, c'est l'argument classique du caribou. Ça a toujours été ça. Avant d'avoir une crise de logement, ce qu'on nous disait, c'est que les immigrants viennent ici pour consommer nos services sociaux. That's it, that's all. Puis c'est ça qui fait qu'on a des déficits. T'sais, on comprenait que c'était une logique boiteuse, mais ça, c'était la structure de l'argumentation de base. Quand arrive la crise du logement, là, ils sautent là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, bien évidemment, parce qu'ils disent « Hey, on peut en plus de consommer nos services sociaux puis de créer des déficits, en plus, ces gens-là, ils viennent acheter des maisons, des logements ou d'occuper des logements, puis on est dans une position où est-ce que là, les prix montent, puis on crée du problème. » Mais le bug, c'est qu'on regarde tout le temps ça comme juste, OK, il touche à la demande des services sociaux, il touche à la demande des logements, mais c'est comme si l'impact du côté de l'offre serait toujours nul. Exactement. Ils n'ont absolument aucun impact sur l'offre de services sociaux. Eux autres, ils travaillent, ils ne sont pas préposés bénéficiaires. Il n'y a personne qui est infirmière là-dedans. Il n'y a personne qui est enseignant là-dedans. Je veux dire,
je regarde le prof de français de mon fils, présentement. Il vient de la Côte d'Ivoire. Là. Je veux dire, il m'a l'air d'un immigrant qui est quand même assez utile à la société. Ouais, puis je suis Je veux allé dire, à il est venu l'hôpital enseigner ici récemment. à des petits Chris. Je suis allé à l'hôpital récemment, je te confirme qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui travaillent à l'hôpital. Là. Beaucoup, Ouais. beaucoup, Ça. beaucoup, beaucoup. Là. Fait que là, tu sais, le vieil argument, tu sais, à un moment donné, il passe difficilement le test de la réalité parce que tu te dis, crime, les préposés aux bénéficiaires, si on n'avait pas eu d'immigration, on aurait eu vraiment de la misère dans le temps de la COVID. Là. C'est ça qu'on comprenait. Exactement. Puis là, tu arrives, soudainement, c'est la construction. Là, il n'y en a pas d'immigrants sur la construction. Il y en a zéro une barre. Puis de toute façon, eux autres, ils ne savent pas travailler, ils sont lâches, ils sont pas vaillants, puis ils sont juste là pour faire des pancartes. Là, tu te dis, à peu. Puis tu sais, on va aller dans le monde des truckers. On a vu un peu le débat qui se passe présentement. Il y a beaucoup de gens dans le camionnage, côté logistique, puis dans le camionnage qui arrivent de l'Inde, par exemple, tout ça. Puis là, on voit ça entièrement comme étant quelque chose de très mal. Ils ne savent pas chauffer, ils sont pas bons, ils font des accidents, et ainsi de suite. Ben, on présente qu'un seul côté de l'équation, mais maintenant, tu es là, tu te dis, ouais, mais ils transportent quand même des marchandises aussi. Là. Je veux dire, à quelque part, il y a des voyages qui se sont faits sans accident qui ont été utiles à quelqu'un. Oui, mais écoute, tout ce que tu dis, en gros, ça se résume à deux choses. Un, les immigrants peuvent avoir un effet sur le prix et ils peuvent avoir un effet sur les revenus. La question, c'est lequel des deux effets est plus gros. Fait que, tu sais, juste pour montrer ici, là, j'ai un graphique, puis je veux juste, si tu peux remettre l'écran, juste pour que les gens visualisent au visuel. Ce qu'il y a ici, c'est 5 courbes, puis il y en a un où est-ce qu'on dit que l'effet de l'immigration sur les prix du logement, c'est 1% plus d'immigrants augmente les prix du logement de 0,1%. Ça, c'est la ligne jaune. Puis la ligne bleue dit que 1% plus d'immigrants augmente les prix de 1%. N'importe quoi entre les deux, c'est voyons, des cas intermédiaires. Puis ce que je dis ici, c'est, OK, regardons le ratio de ton revenu face au prix du logement. Fait que si ton revenu augmente de 10%, mais que le prix donc l'immigration augmente ton revenu de 10%, mais augmente juste le prix du logement de 1%, ben Chris, prends-les immigrants. Oui, ton loyer va être un peu plus élevé, mais tu vas avoir 10% plus de revenus au net. Tu vas pouvoir bien plus te permettre ton logement que tu étais capable avant. Fait que la ligne jaune, la ligne orange, c'est des cas que tu devrais vouloir parce que là, l'effet de revenu de l'immigration est plus grand que l'effet de prix. Donc, ton logement devient plus abordable. Et les autres cas, ceux qui sont en bas de la ligne rouge, c'est où est-ce que l'effet de prix est plus élevé que l'effet de revenu. La question maintenant, c'est que si tu dis c'est ça, l'immigration peut affecter le revenu et le prix, bien, qu'est-ce qui affecte, comment l'immigration affecte le revenu et le prix? Puis, mais c'est en jouant sur l'offre et la demande. Il joue sur les deux tableaux, ce qui est difficile à mesurer. Ben, écoute, j'essaie de me mettre dans la peau d'un économiste qui a comme travail de mesurer ça. Là. Okay? Est-ce que l'effet est plus sur la courbe d'offre ou plus sur la courbe de demande? C'est un chiard là, administratif, essayer de comprendre ça. Ce que je peux comprendre, par contre, c'est ce qui s'est passé dans les 15-20 dernières années, quand on revient à des épisodes du trio économique où est-ce qu'on parle de logement, où est-ce qu'on voit des gains de productivité gigantesques depuis les années 70, on n'est pas capable d'avoir plus de mise en chantier que dans les années 70 sur l'île de Montréal. Ben là, moi, ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression qu'on a une coupe d'offres qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à s'ajuster, peu importe s'il y a un choc de demande. C'est que là, il arrive un choc de demande pour différentes raisons. On peut faire un baby boom, on peut faire de l'immigration, on peut avoir plus de gens qui se divorcent ou qui se séparent. By the way, c'est quelque chose qui est spécifique au début des années 2000. De plus en plus de gens qui vivent célibataires, par exemple, ça a un impact sur l'offre de logement. Tous ces chocs-là peuvent arriver sur la demande, mais notre offre, à chaque fois, est incapable de s'ajuster. Et la seule façon qu'on a d'ajuster tout ça, c'est que les prix doivent monter éventuellement. Autre chose qui affecte la courbe de demande, les bas taux d'intérêt qu'on vit depuis plusieurs années. Bien, ces bas taux d'intérêt-là augmentent la demande. Ça aussi, c'est un choc. C'est pas juste les immigrants. Là. Ça aussi, c'en est un choc. Le fait que les gens se séparent plus, le fait que les taux d'intérêt sont bas, le fait qu'il y a de l'immigration, toutes des chocs de demande. Et peu importe le choc de demande qu'on a eu au fil du temps, ben Christy, l'offre s'est jamais ajustée de son côté. Pourtant, dans toutes ces histoires-là, il y en a un qui a le potentiel d'aider à ajuster l'offre, c'est l'immigration. Parce que lui, il va te fournir des travailleurs. Donc, lui, il pourrait aider à ajuster l'offre. Tu vois, c'est là qu'il y a un effet que tu sous-estimes qui est important sur l'immigration. C'est que l'immigration
peut augmenter la productivité. Toi, tu parles juste d'un déplacement de la courbe d'offre, mais pour que la courbe se déplace, parce que les firmes doivent être plus productives. Pour chaque dollar dépensé, ils sont capables de produire plus. Bien, on a des exemples dans lesquels on peut voir que ça se produit. Le meilleur exemple, c'est le Mariel Boat Lift aux États-Unis. Donc, tu as eu une entrée massive de Cubains en Floride et ça a affecté que la Floride. Donc, ça fait une sorte d'expérience naturelle. Si tu peux comparer la Floride avec ses vrais comparables, tu regardes l'effet, je pense que c'était 125 000 réfugiés qui sont arrivés en comme 6 mois ou quelque chose comme ça. OK, c'est un vrai choc, ça. Oui, puis tout à Miami à peu près. Là. Genre, pas juste à Miami, mais largement à Miami. Ben, une des... que l'État de l'Havana se crée tranquillement ou ça existait déjà avant? Ça existait déjà avant, mais c'était un gros choc de population. Puis c'était pas juste comme un set de Cubains qui avaient les mêmes skills, la même distribution de skills que la population. C'était tous des gens très peu qualifiés. Donc, ça a eu un gros effet négatif sur une portion du marché, généralement les travailleurs qui étaient des high school dropouts. Par contre, l'étude la plus conservatrice là-dedans, qui n'est pas conservatrice dans le sens politique, mais conservatrice en termes de résultats, dit que les travailleurs, donc quand les Cubains sont arrivés, les travailleurs qui avaient décroché de l'école secondaire, eux ont souffert. Okay? Donc, leur salaire... Ils ont vu leur salaire baisser. Mais l'autre 85 des travailleurs, leurs salaires ont augmenté. Donc, 85 des gens ont gagné. Pourquoi? Parce que ces nouveaux travailleurs-là permettait aux gens de mieux se spécialiser. Donc, tu sais, si, par exemple... Faisais faire ton gazon, faisais faire ton jardinage, faisais faire la garderie des enfants à moindre coût. Donc, ça permettait aux travailleurs qui avaient des plus hauts skills de libérer du temps pour travailler plus, puis éventuellement, ont augmenté leurs revenus de leur côté. Exactement. Puis comme il peut y avoir aussi des médecins, ça réduit les temps d'attente, donc tu as moins de revenus perdus d'attente pour des services médicaux. Dans l'ensemble, il y a une série d'effets où la plupart des gens ont bénéficié. D'autres études ont revisité celle-là, puis ils trouvent que même les travailleurs qui étaient des décrocheurs de l'école secondaire ont gagné, mais beaucoup moins que les autres, mais tout le monde avait gagné. La seule raison que les salaires augmenteraient dans un marché compétitif, parce que la productivité du travailleur a augmenté. Donc, ce qu'on sait, c'est que par définition, à cause de ce cas naturel-là qu'on a, que ça devrait avoir un effet sur la productivité. Et on a un paquet d'autres études qui apparaissent. Puis là, tu sais, dans le share screen, ceux que ça va apparaître, je mets toutes les études les plus importantes. Donc, les 5 grandes études, ils ont toutes plus que... Sauf la 5e, qui a la petite couleur jaune dans le coin. Ils sont toutes cités plus que 1000 fois. C'est tous des exemples dans lesquels ils trouvent que l'immigration permet plus de spécialisation et donc un gain de productivité à l'intérieur des firmes. Donc, les firmes deviennent plus efficaces, elles ont plus de gains de productivité. Donc, l'immigration a un effet via ça sur la productivité. Donc, il y a l'effet de revenu dont on parle. Mais bien sûr, tu peux voir que si l'État dit, bon, tu sais, l'immigrant qui est qualifié ici, il ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas un permis de coiffeur, mettons. L'effet de revenu va être plus petit. Fait que quand les gens disent « Ah, regarde... » Est-ce que c'est l'immigrant qui nuit ou c'est le gouvernement? C'est exactement ça que j'essaie de montrer aux gens, c'est que c'est possible que la capacité d'accueil dépendant d'à quel point l'immigration augmente les prix et à quel point elle augmente les revenus, si tu as un paquet de réglementations stupides qui les empêchent de travailler puis de se spécialiser dans quelque chose qui complémente le travail des autres, ta capacité d'accueil est beaucoup plus basse, fait que tu peux moins bien tolérer la chose. Puis ça a une implication, c'est que si tu décides de réduire l'immigration, tu te prives des potentiels gains de productivité que tu pourrais avoir pour ne pas avoir les méfaits de tes mauvaises politiques publiques. Wow, quel choix de merde! Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ton choix, c'est soit tu t'appauvris, tu gardes des politiques inefficaces, puis tu restes plus pauvre que tu pourrais l'être, ou tu prends la chose qui pourrait être normalement bénéfique et qui te serait bénéfique particulièrement si tu enlevais des politiques qui, anyways, te rendent plus pauvre. Fait que, mais tu sais, les mauvaises politiques publiques, là, ils peuvent être là depuis très longtemps, avoir des petits effets incrémentaux, là, progressifs, il y a des petites affaires, puis à un moment donné, ça te pète en pleine face. Moi, je pense que c'est ce qui est arrivé avec l'habitation, le logement au Canada. Rappelez-vous ce fameux, je vais le faire réapparaître à l'écran parce que je pense que il y a trop de gens qui ont regardé ça sans le regarder. En fait, ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas regardé.
Ce fameux graphique-là qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux quand la crise du logement a commencé à apparaître, regardez-le comme faux. Oui, on voit le spike de population Ouais, mais il y a une post. en 2020. Ouais, mais pas juste ça. Moi, à la limite, je trouve même pas ça important. Chris, il n'y a pas une seule année depuis 1972 ou à peu près qu'il y a assez de maisons construites pour la croissance de la population. Trouvez-vous ça normal? Ben, ouais, attends un peu. Normalement, c'est parce que tu n'as pas besoin de construire une maison par habitant. Tu as besoin d'en construire quoi? Une par 2,2, Ouais, mais 2,3 à peu près. Là. oui, mais si tu te promènes puis tu vas voir, mettons, ailleurs, là, ça c'est l'Ontario. L'Ontario, c'est une catastrophe. Là. Mais tu sais, si tu regardes en Alberta, regarde eux autres leurs graphiques. Là. Comme par hasard, Ouais. en Alberta, c'est une des places, c'est beaucoup moins pire. Et il y a des années où il y a plus de maisons d'habitation construites que de l'augmentation de la population. Là. Mettons, en 2015, eux autres, ils réussissent à construire 12 000 maisons en Alberta qui sont beaucoup moins populaires que nous autres. Nous autres, on en construit combien pour le fun? Ben, l'autre, c'est le Canada au complet. Fait que c'est pas le Québec. Là. C'est le Canada au complet? C'est le Canada au complet. Là. Oui, mais il y a une étude du Fraser qui fait la même chose par province. Puis le Québec, c'est encore pire. Puis, tu sais, mais c'est parce que quand tu regardes les. C'est pas pour rien là, que tu as des chiffres de monde là, comme ça. Là, que dans le G7, le Canada, c'est une place qui n'a pas de bon sens là, sur l'augmentation des prix. Oui, mais les prix, c'est ça que j'essaie de dire, c'est pas la bonne chose à regarder. La chose à regarder. Ça, c'est bon, par exemple. Il y a quelque chose qui m'allume par rapport à ça, Vincent. Excuse-moi de te couper. Là. À quel endroit présentement, en moyenne ou la médiane des salaires le plus élevés au Canada? Alberta. Est-ce qu'on a une crise du logement à Edmonton et Calgary? Non, parce que les revenus sont élevés. Non, c'est ça le point. Mais je veux dire, quand j'arrive et qu'on me sort des exemples de taudis à 1,5 million, c'est pas à Calgary et à Edmonton qu'on me sort ça. On me sort ça à Vancouver. Toronto, on me sort ça à Toronto. On commence à m'en sortir à Montréal. Mais on m'en sort pas à Calgary et à Edmonton. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu. Là, c'est là que le monde font le plus d'argent. À Calgary et Edmonton, là, tu en fais sacrément de l'argent là-bas. Là, parce que le revenu médian, il est en haut de 100 000. La seule place au Canada où ce que le revenu médian est en haut de 100 000. Et un taudis à 1,5 million, on ne voit pas ça là. On voit ça à Vancouver, Toronto ou Montréal. Mais on ne voit pas ça à Calgary et à Edmonton. Oui, bien, tu vois, non seulement ça, mais le bon truc, c'est de prendre le ratio du revenu médian sur le prix de la maison. Comme ça, Juste compléter ce que je veux dire aussi, c'est eux autres, je ne sais pas s'ils ont un problème d'immigration internationale, mais ils ont définitivement de la migration interprovinciale de leur côté. Là. There you go. Je veux dire, nous autres au Québec, là, la migration, appelons ça comme tel, à chaque année, là, en plus d'avoir moins de naissances que de décès, ça c'est la réalité du Québec, moins de naissances que de décès, en plus de ça, depuis les années 70, à chaque année, on a une migration interprovinciale négative. Tout le temps négatif, depuis 70. Là. C'est tout le temps négatif. Donc, à tous les ans, quand on regarde le transfert net de migration interprovinciale, donc entre les provinces, on en perd tout le temps. Fait que là, le ratio de naissance-décès, on en perd. Ratio migration interprovinciale, on en perd. Puis là, à l'international, c'est là qu'il y en a plus. Puis c'est ça qui fait qu'on a une croissance de la population. Si vous prenez les chiffres d'Alberta, là, vous allez vous rendre compte d'une chose. Premièrement, il y a plus de naissances que de décès. Deuxièmement, il y a une migration interprovinciale positive depuis très longtemps. Puis évidemment, il y a de la migration internationale aussi qui est positive de leur côté. Puis sacrément, c'est pas là que les maisons sont le plus chères au Canada. Non, effectivement. Mais tu sais, non seulement ça, mais comme j'essayais de dire, puis Yann, il passe une chire à chaque fois, l'écureuil, il passe vite. Mais ton point, je veux faire une connexion absolument parfaite avec ça, c'est que l'Alberta, c'est une place très riche. Fait que s'il y a plus de gens qui viennent travailler dans des industries, puis ça augmente la productivité de l'Alberta, OK, fine, ça va augmenter les prix en Alberta, mais les revenus vont augmenter davantage, de telle sorte que le logement est peut-être même plus abordable qu'il l'était avant. La mesure d'abordabilité, c'est pas juste le prix, c'est ton revenu. C'est que c'est ton revenu divisé par le prix que tu devrais regarder. Et meilleur exemple, là, j'ai une slide ici. Toronto, entre 1970 puis 2004, a eu le ratio du revenu par le prix de la maison, il est resté stable.
OK? Il est resté autour de 3 pendant 3 décennies, mais la population de Toronto est passée de 1,9 million à 2,5 millions. Puis, OK, ben, il est où l'effet de la demande ici, là, que tu n'arrêtes pas de me Il n'y en a parler? pas. Ben, c'est parce que les gens qui venaient à Toronto, ils augmentaient le revenu des Toronto juste parce qu'ils travaillaient davantage, mais aussi, il y avait des effets de productivité parce qu'à Toronto, il y a des bénéfices d'aller vivre là. C'est triste à dire pour moi, comme Montréalais, de dire que quelque chose de positif de Toronto, mais quand tu allais là, tu as des bénéfices de productivité, plus de gens, plus de services, plus de amenities dans la ville. On a plein d'études qui montrent que, empiriquement, les gens dans les villes, il y a des primes salariales à vivre dans une ville parce que tu apprends davantage, tu as moins de séjours au chômage. Quand tu as un séjour au chômage, il est beaucoup plus court parce que tu as des marchés plus denses. Donc, au net, il y a comme plein d'avantages à vivre dans les villes. Tous ces avantages-là, c'est des formes de productivité, de croissance de la productivité. Plus de gens, plus de productivité. Donc, tu vois un effet où est-ce que l'effet de plus de gens sur le revenu compense l'effet de plus de gens sur le prix. Et honnête, dans ce cas-là, c'est une excellente chose. Par contre, Toronto, ce qu'elle a fait depuis, c'est qu'elle a décidé de faire des politiques qui réduisent les effets de revenus d'avoir plus de gens. Donc, tu te mets à intervenir davantage dans les affaires municipales, de taxer davantage les gens, donc que les petites entreprises ne veulent plus vivre à Toronto, ne veulent plus faire d'action à Toronto, et donc quittent la ville. Donc, tu as des migrations d'affaires qui quittent Toronto présentement. Donc, tu as un effet négatif où tu as réduit l'effet positif de plus de gens sur les revenus. Bien là, plus de gens avec un plus petit effet sur les revenus, mais vont avoir le même effet sur les prix, bien là, tu vas avoir un effet pervers qui va se produire. Où là, oui, effectivement, tous les caribous vont avoir raison. Il y a trop de croissance de la demande, mais c'est qu'un symptôme du fait que tu enlèves des politiques publiques qui doivent créer le problème. C'est pas juste le fait qu'il y a un changement de population, parce que leur argument, puis ça me sidère qu'ils ne comprennent pas ça. Ça s'applique à n'importe quoi. Si les gens du Saguenay décidaient de quitter le Saguenay puis d'aller à Québec, ils devraient dire que c'est une mauvaise chose pour les gens de Québec. Si les gens, puis je dirais ça comme dans Berthois, si les gens de Montréal venaient vivre à Saint-Lambert, pour d'autres raisons, je devrais dire que c'est mauvais pour Saint-Lambert. Mais non, c'est possible que ça améliore les choses à Saint-Lambert, mais je pense que c'est mal, parce que Saint-Lambert, c'est une belle ville, Montréal, c'est un torchon. Je préfère garder mon Saint-Lambert pur. Faux municipalisme, faux nationaliste de banlieue. Mais le point ici, fondamentalement, est celui que c'est pas le bon cadre d'analyse. Le bon cadre d'analyse, c'est quoi ta capacité d'accueil? Ta capacité d'accueil, elle est déterminée par l'effet sur les revenus puis l'effet sur les prix. Puis les politiques publiques sont très bonnes pour réduire l'effet sur les revenus de plus de gens. Et c'est ça le reste, je pense, que je veux parler aujourd'hui. Il est très calissement bon pour augmenter l'effet sur les prix. Écoute, les photos que je mets à l'écran depuis tantôt, c'est une maison à 1 million de dollars à Calgary. Avais-tu l'air d'un taudis, les amis? Ça a l'air très nice, avec un beau grand terrain quand même. Moi, j'attends le comparatif à Vancouver. Là. Maison de 2200 pieds carrés, le terrain, je l'ai dessus. Ben, notre ami Brian. Terrain de 5200 pieds carrés, 7250 pieds carrés plutôt. Notre ami Brian Breguet, je pense, a acheté un condo à 1 million. Non, mais tu sais, si les. Ouais, à Vancouver. Je vais te laisser. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est ça. Mais pour lui, c'est quand même en masse graine. Ben. Ah, shit, tu me fais chier. J'allais faire une joke de taille, là. Ah, si. Lui, il était comme, même si les plafonds ont 5 pieds, je peux louer ça. Je acheter ça pareil. Ah ouais, pour lui, tous les plafonds sont des plafonds cathédrales. Vous voulez, j'en chercher une à Vancouver dans le cœur de la ville. Ce que j'allais dire, juste avant de repasser à POC à Vincent, pendant que tu cherches ça, c'est que si l'effet n'était relié qu'à l'immigration, donc à la demande, puis il n'y avait pas d'impact des politiques publiques, tu ne pourrais pas très facilement trouver des rankings comme celui-ci où tu vois que les 3 villes dans le top où les prix ont augmenté le plus en 2005 et 2024, c'est 3 villes canadiennes. Okay. Je veux dire, regarde, c'est dur de se battre contre les chiffres. Là, à un moment donné, les 3 places en Amérique du Nord où les prix ont le plus augmenté entre 2005 et 2024, là, le prix moyen d'une maison, là, ben, c'est Toronto, Vancouver et Montréal.
Fait que les amis, vous êtes d'accord, Vancouver, c'est moins riche que Calgary. On est tous d'accord là-dessus? Parfait. Fait que là, j'ai une maison ici, à Vancouver, downtown. Pareil, tantôt, j'étais downtown Calgary, là, j'étais downtown Vancouver. Je pense qu'assez rapidement, vous êtes d'accord que c'est moins hot, là. Ouais, c'est moins hot, là. Ça vaut pas 1 million, là. C'est beaucoup, beaucoup moins hot ce que je vous présente là. Ouais. Dans le fond, dans votre tête, vous pensez que je vous présente une maison à 1 million? Je vous présente pas une maison à 1 million, les gars. Je vous présente une maison à 2,2 millions. Tabarnak! Ouais, man, ça n'a pas de sens, là. Ben, Ça n'a aucun sens, là. Vous avez vu ça la différence a entre aucun les sens. deux maisons, là. Ben, ça, c'est l'effet des restrictions de restreindre parce que là, tu me permets un segue parfait dans le prochain point. C'est que les villes, là, tu sais, j'avais dit que l'effet sur les prix. Parce que les caribous, ils ont comme. C'est ça la force du caribou, c'est qu'il y a toujours une sorte de semi-once de vérité qui peut extrapoler puis avoir l'air crédible, alors qu'il ne l'est pas du tout, parce qu'il ne comprend pas l'économie 101. C'est que les villes ont tellement réglementé davantage depuis les dernières 30 ans que l'élasticité de l'offre de logement a planté. Donc, avant, tu sais, j'avais dit au début, plus la courbe est élastique, moins l'effet sur les prix est élevé. Bien, techniquement, si tu réduis l'effet sur les revenus, ce qu'on mentionnait avant, ben, le revenu ne va pas augmenter beaucoup. Mais en même temps, ils sont en train de faire pivoter la courbe d'offres pour qu'elle soit moins capable de s'ajuster à des changements de demande. Donc, tu as des hausses de prix. Quand tu parles d'élasticité d'offres, là, ce que tu veux dire, c'est que quand les prix montent, c'est que les entrepreneurs disent « Hey, il y a de l'argent à faire avec ça. » Fait que là, il y a plus de gens qui veulent construire de maisons, puis là, la quantité de maisons construites devrait augmenter rapidement. Oui, ben regarde, un exemple. C'est pour ça quand c'est pas élastique, ce qu'on se rend compte, c'est que les prix montent, il y aurait des beaux profits à faire, mais Christy, c'est tellement long à avoir des permis, la réglementation est tellement difficile, les projets sont pas approuvés, qu'en bout de ligne, tu construis même pas plus. Fait que tu n'as aucune élasticité. Fait que le prix bouge, mais là, la quantité ne change pas, elle, de son côté. Le prix n'est plus un signal de marché, autrement dit. Exactement. Ben, regarde, tu vois, c'est là que il y a toujours un signal de marché, juste qu'il peut être moins fort. Mais l'exemple, là, élastique, ça serait le prix augmente de 1%, puis les constructeurs augmentent l'offre de logement de 100%. Ils doublent la quantité. Juste pour 1% plus élevé de prix, ils doublent la quantité. Ça, c'est très élastique. Puis pas élastique, c'est que le prix augmente de 100%, puis les constructeurs ne peuvent pas ajouter une seule unité. Inélastique, c'est le deuxième cas. Élastique, c'est le premier. En gros, ce que tu veux, c'est un chiffre vraiment élevé de à quel point les gens répondent à un changement de prix. Bien, ici, ça, c'est une vraie étude, ça. Là. Ça, c'est une vraie étude qui est basée sur les États-Unis. Il y en a pour le Canada, mais ils ne sont pas aussi cool en termes de finding causal. Donc, celui-là, il est vraiment comme très, très ferme, mais il y a des évidences pas mal que le Canada ressemble à la même chose. C'est ce qu'on appelle l'élasticité de long terme. Donc, on ne regarde pas genre 6 mois après l'arrivée d'une autre personne. On regarde genre 2 ou 3 ans après à quel point le prix a changé. Ce que le graphique ici dit, c'est qu'entre 1996 et 2006, alors que les villes étaient déjà en train de réglementer davantage, une augmentation de prix de 1% augmentait l'offre de logement à la médiane de 2,6%. OK? Puis tu avais des villes que c'était plus que 3%. Okay? Donc, c'est ça le gap qui est là. C'est que le bas du bleu, c'est le bas 10%. Le top du bleu, c'est le haut 10%. Puis le point rouge au milieu, c'est là que d'un bord puis de l'autre, tu as 50% de la distribution. C'était quand même assez élevé. Donc, ça veut dire que la demande était l'offre répondait au changement de prix. Mais depuis, entre 2012 et 2017, la deuxième période dans laquelle les gars de l'étude peuvent faire l'évaluation, l'élasticité a baissé, puis elle a baissé pour pas mal tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le marché est devenu moins responsable, puis il y a des villes que pour une augmentation de 1% du prix, tu as moins que 1% d'augmentation de l'offre. Fait que là, on a une vraie cause. Là, si on arrive et on dit, OK, il y a eu une hausse du prix des maisons, là, la diminution de l'élasticité de l'offre est une vraie cause évidente qui... OK, parfait. Là, tu es là, tu dis, parfait, OK, l'élasticité de l'offre, si ça baisse, ça, c'est la cause. OK, donc, mon lien de causalité est établi. C'est ça ma cause. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer cette baisse d'élasticité-là? Moi, je pense que tu pourrais manquer de terrain, par exemple. Ça pourrait être une raison.
De la réglementation, évidemment, ça peut être une raison. Du zonage, ça peut être une raison. Est-ce que d'ajouter des travailleurs immigrants, ça peut être une raison? Ben, non, ça peut pas être une raison. En fait, ça pourrait l'être si tu ajoutes. En fait, non, ça Parce change que là, on pas est la du côté de règle. l'offre, on n'est pas du côté de la demande. Oui, On est absolument, juste sur t'as l'offre. raison. Fait que là, on détermine, là, OK, il peut avoir. Il y a eu un choc de demande, ça, c'est vrai. OK? Mais là, on n'est pas là. On n'est pas dans le choc de demande. On est du côté de l'offre. Il y a une baisse de l'élasticité. Donc, tu peux expliquer une partie de la réponse par l'augmentation de la demande. Fair enough. Mais l'autre partie de la réponse, tu dois l'expliquer aussi. Ben, de quelle façon tu l'expliques? Si c'est pas un manque de terrain, je veux dire, je suis allé à Montréal, île bizarre, il n'y a pas de manque de terrain, OK? C'est confirmé, je vous le confirme, c'est vert en sacrament, il y a des arbres à couper, il reste de la place. À Québec, les terres, les sœurs de la charité, il y a de la place rien qu'en masse, OK? C'est confirmé, il y a de la place. Il n'y a pas un manque de terrain, OK? Ça peut pas être ça. C'est clairement pas l'immigration, parce qu'eux autres, ils ajoutent des travailleurs. Au contraire, ils devraient aider l'élasticité. Donc, c'est pas eux autres non plus. OK, c'est qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Faut-tu aller là? C'est peut-être le gouvernement qui réglemente trop, puis qui zone trop, puis on est rendu un peu timbré. C'est le même principe avec les excuses, Vincent, de te couper, mais c'est le même principe. Ce que tu viens de dire avec les terrains, c'est exactement le même. En fait, c'est exactement la même affaire. Techniquement, tu regardes la map du Québec, tu te dis, OK, il y a des places, on comprend que géographiquement, on ne peut pas vivre là parce que, c'est des montagnes. C'est ça. Il y a des places que tu ne peux pas aller, soit pour des raisons d'équilibre psychologique ou pour des raisons géographiques. Bon, OK? Mais nonobstant ça, c'est juste à côté de chez nous, Yann, c'est pas compliqué. Tu traverses l'autoroute, c'est le bois. Il pourrait y avoir du monde là, à rien qu'en masse. S'il n'y a pas de monde là, malgré que c'est disponible, c'est probablement Je te confirme que les terrains sont à vendre. C'est probablement lié que tu as du zonage dans certains coins qui empêche la construction résidentielle, qui fait en sorte qu'à cause de règlements X, Y, Z, on n'autorise pas les nouveaux quartiers. Dans le cas de Toronto, rappelez-vous ce que Pierre Desrochers nous avait raconté sur la fameuse ceinture verte, le fait que Toronto est littéralement enclavé. À l'est, il y a de l'eau et entouré par le nord. C'est un bouclier vert où tu peux littéralement plus construire, la fameuse Green Belt. Là. Donc, cette affaire-là, tu ne peux pas construire là-dedans. Et Doug Ford a essayé de lever ça à un moment donné. On l'a accusé de faire de la collusion avec des promoteurs et tout ça, et ça s'est arrêté là. Donc, ça, ce que ça fait, ce genre de truc-là, c'est que tu viens artificiellement rendre l'offre inélastique parce qu'elle ne l'est pas pour des vraies raisons. Si on était sur une île dans le Pacifique, à un moment donné, tu comprends qu'il y a une quantité maximale de maisons unifamiliales que tu peux faire sur une île. Tu ne peux pas grossir tant que ça. Mais là, tu regardes la carte de Toronto, tu es comme, OK, il y a du bois en salle autour de Toronto, mais c'est un espace protégé qu'on empêche de développer. Puis rajoute tous les micro-développements. Ah, pas de quadruplex là, puis pas d'immeubles de plus que tant d'étages là, puis blablabla. Vincent, c'est quoi que tu as mis sur X cette semaine? Puis cette semaine, au moment où les gens écoutent, là, une histoire à Montréal de 26 résidents qui ont fait annuler un building à construire de je ne sais pas combien de logements là-dedans. Là. Tu es comme, ça, excuse-moi, c'est d'empêcher la construction. C'est d'empêcher la construction, puis c'est d'empêcher de répondre à la demande. Fait que tu as une demande qui est là. Exactement. Mettons qu'on prend un exemple plus simple là, pour les gens peut-être qui ont de la misère à se visualiser ce qu'on dit. Tu vis dans une ville, puis pour te déplacer, tu fais affaire avec Uber. C'est le même principe que Uber, finalement. Donc, tu te cales un Uber, et là, tu dis, mais Uber, là, dans le fond, il y a des immigrants qui arrivent dans ma ville, il y a du nouveau monde qui s'installe, puis à cause de ça, je suis plus capable d'avoir de Uber. Si tu n'es plus capable d'avoir de Uber, normalement, l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, là, on est rendu à 2,5 fois le tarif, 3,5 fois le tarif. Puis ce que ça fait, c'est que ça envoie un appel d'offres, finalement, aux gens qui seraient intéressés. Puis Vincent, moi, Yann, qui vient de quitter pour aller chauffer un Uber, justement, ou d'autres personnes pourraient dire, OK, à une fois le prix, ça ne me tentait pas. À 3 fois, j'embarque dans mon char puis je fais du Uber. Mais si tu empêches les gens de faire ça, effectivement, tu vas faire en sorte que les immigrants qui arrivent vont réduire l'offre de Uber parce que tu as empêché à Pierre, Jean et Jacques de prendre leur char puis d'aller bonifier l'offre. Exactement. Écoute, je n'ai pas de meilleur résumé que ce que tu viens de dire.
Mais on a des données, par contre, pour montrer ce que tu viens de dire, puis directement pour le logement. Le graphique qui est à l'écran, là, pour ceux qui sont au visuel, je vais l'expliquer. Puis ceux qui sont à l'audio, je vais expliquer c'est quoi qui est montré. Ce qui est montré là, c'est le changement d'élasticité de l'étude qui venait juste à la slide d'avant. Le changement d'élasticité pour tous les États aux États-Unis entre 96 et 2015. Et, fait que là, c'est sur l'axe vertical. Et il y a sur l'axe horizontal le changement de réglementation durant plus ou moins la même période. Donc, les données ne sont pas parfaitement matchées, mais le changement de réglementation sur la période. Oh, surprise! L'élasticité a tombé davantage dans les places qui ont augmenté la réglementation davantage. Ah, ouais. No shit, Sherlock. Tu sais, oh, wait, I didn't expect that. Ah, shit! Ah, ouais. OK, Hey! fait que t'es en train de me dire qu'une ville, mettons, qui a décidé que dorénavant, là, vous devrez mettre 15% de logement social dans toute construction, a vu l'offre de logement diminuer. J'aurais jamais pensé à ça. Ben non, l'élasticité de l'offre de logement a diminué. Ben oui, non, moi non plus. Il n'y a aucune théorie économique qui disait ça. C'est un résultat empirique complètement surprenant. Mais tu sais, c'est quelque chose, sarcasme à côté, là, c'est quelque chose que ça fait des tonnes de gens qui documentent. Mais il y en a un autre que je n'avais pas apprécié avant une étude que je viens de découvrir, qui est faite. Faisait un bout que les gens en parlaient, mais chaque fois que je regardais les documents empiriques, j'étais comme ça n'a pas l'air si important que ça, jusqu'à cette étude-là ici, qui, elle, regarde qu'est-ce qui s'est passé, quelle portion de l'offre de logement, donc de la baisse de l'élasticité, vient pas juste des restrictions sur comment tu utilises le territoire, mais des restrictions, des réglementations, même nationales, dans l'industrie de la construction. Donc, indépendamment de qu'est-ce que les villes font pour empêcher. Puis cet article-là, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il montrait, entre autres, la productivité dans l'industrie de la construction. Donc, ce qui est montré ici, c'est l'évolution de l'industrie de la construction puis sa productivité. Bien, sa productivité n'arrête pas de planter depuis les années 70. Elle est de moins en moins productive d'année en année. Elle est de moins en moins capable de bien utiliser les intrants. Elle augmente la production en utilisant davantage de travailleurs et davantage de capital, pas en utilisant mieux le travail et mieux le capital. Ouais. Donc, tu as une baisse incroyable de la productivité dans l'industrie de la construction relativement au reste de l'économie. Et, bien, à ce moment-là, quand cette étude-là est sortie, ils disent qu'à peu près la moitié de la baisse, OK, je sursimplifie, là, mais si tu appliques le résultat au changement d'élasticité, ça veut dire que la moitié de la baisse d'élasticité vient spécifiquement de réglementation, de la décroissance de productivité dans le domaine de la construction. Le reste, c'est le zonage, OK? Donc, 50% industrie de la construction, l'autre 50%, le zonage. Bien, j'ai été voir, OK, combien d'études parlent de la productivité dans l'industrie de la construction et l'effet de la réglementation. Oh my God, surprise, surprise! Les endroits dans lesquels l'industrie de la construction a moins de productivité, c'est les endroits dans lesquels il y a plus de procédures à travers lesquelles l'industrie doit passer au travers pour partir un projet. Donc ici, je montre la même chose, le même type de graphique que plus tôt, mais au lieu d'être le nombre de changements de réglementation, ici, ce qu'on montre, c'est la productivité dans le domaine de la construction, soit la productivité par travailleur moyen ou ce qu'on appelle la productivité multifactorielle, donc TFP, celui d'en bas, c'est où est-ce que tu utilises tous les intrants. Oh mon Dieu, plus il y a de réglementation, moins les gens sont efficaces. Non, 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 I'm surprised. Nothing would have told me this. Mais en gros, tu prends ça, ramène tout ça ensemble. Ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que alors que les gouvernements, oui, il y a plus de gens qui rentrent, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit l'effet positif en réglementant davantage dans plein d'industries, l'effet positif sur les revenus que l'immigration pourrait avoir. Et ils ont décidé de faire un paquet de politiques publiques qui augmentent l'effet pervers que l'immigration peut avoir via les prix du logement, en réglementant l'usage du territoire et en réglementant excessivement l'industrie de la construction. Puis ça, quand tu l'analyses de la manière que je viens de le dire, là, que tu dis, OK, regardons
le ratio du prix du revenu sur le prix du logement, ben, ça change complètement ton ensemble de politiques publiques parce que tu te dis, ben, si on réduit l'immigration pour mieux gérer les inconvénients, ben, on va se priver des bénéfices de l'immigration pour éviter les coûts qui viennent avec. Alors que les coûts sont entièrement dépendants de mauvaises politiques publiques qui n'ont aucun rapport avec l'immigration, qui te rendent pauvre anyways. Fait que tu es en train de me dire que ton choix, c'est que tu veux t'appauvrir, que tu veux éviter des politiques qui te rendraient plus riche. La déréglementation, puis le plus libre usage du territoire. Puis ta solution pour éviter de faire ça, c'est que tu veux réduire le nombre d'immigrants parce que les immigrants amplifient le problème de tes mauvaises politiques publiques. Mais t'es-tu attardé? Ouais, mais ça, c'est comme quand t'es-tu cave? Ouais. Je m'excuse, à un moment donné, là, il faudrait commencer à le dire. T'es-tu calissement cave de dire « Hey, non, mais tu écoute, ben là, je me sens pas bien, puis c'est parce que j'ai trop mangé. Fait que ce que je devrais faire, c'est me faire une ablation de l'estomac. » Mais t'es cave, asti! Oui, mais ça, c'est comme parce que tu as un autre gang à l'extrême inverse qui est tes amis, entre autres de l'Iris. Eux autres, ils vont avoir à peu près le même genre de logique complètement farfelue. Ils vont dire des trucs du genre « Ouais, mais le problème, c'est pas l'offre de logement, c'est le prix. Le prix est trop élevé. Puis là, ça prend des logements à habitation modique. » Puis là, t'es comme « Mais oui, mais le prix est trop élevé parce qu'il n'y en a pas assez. Sacrement, genre, dans quel langage va falloir vous l'expliquer? Le prix n'est pas élevé pour le fun, là. Dans le fond, OK, avant, c'était abordable, maintenant, c'est cher. Puis somehow, il n'y a pas de cause à ça. Ben oui, la cause à ça, c'est la rareté. Et les problèmes de productivité dont tu parles. Fait que ça sert à rien de subventionner des logements à prix modique en disant que ça prend du logement moins cher parce que le problème, c'est que les gens n'ont pas l'argent pour le louer. Les gens n'ont pas l'argent pour le louer parce qu'il n'y en a pas, l'offre compte pas la demande. Ce qui est calvaire, mais c'est tellement... On dirait que c'est on dirait qu'on parle à des enfants. Ben, écoute, non seulement ça, mais je vais être encore plus cruel, c'est que l'argument que moi j'ai fait reconnaît la possibilité que l'immigration puisse augmenter les prix davantage que les revenus. Ce que je dis, c'est que le point auquel ça se passe dépend entièrement de politiques qui n'ont aucun fucking rapport avec l'immigration. Fait que le gars de l'Iris, il ne veut pas dire la chose que je viens de dire parce qu'il pense que ça le fait paraître raciste parce qu'il dit quelque chose contre les immigrants. Puis le caribou, lui, ce qu'il ne veut pas admettre, c'est que son gouvernement a fait des politiques de merde qui l'appauvrissent, mais c'est correct parce qu'il y a une fleur de lys sur ces politiques de merde-là. Ma réponse à moi, c'est que I can have my cake and eat it too in this case. Je peux avoir une société avec des institutions qui sont plus ouvertes à la concurrence, qui mettent moins de barrières à l'entrepreneuriat, qui me permettent d'avoir les bénéfices de l'immigration, qui permettent aux immigrants d'avoir les bénéfices de l'immigration aussi. Puis qu'au net, on est pas mal tous gagnants. Puis là, ce que j'ai comme choix, c'est soit les gens de l'Iris qui proposent de me taxer plus pour avoir des logements sociaux qui, dans tous les cas, ne fonctionnent fucking jamais, ou bien j'ai les gens de la droite caribou ou de la gauche caribou qui disent bon, on devrait réduire l'immigration, donc se priver de tous les bénéfices de productivité qui pourraient venir de plus de spécialisation. Les deux côtés sont de nature différente, mais, excuse-moi, sont de nature différente, le même type de stupide. Non, c'est parce que moi, c'est que la réponse. C'est que leur logique, moi, je la trouve tellement farfelue. Là. Tu te dis, OK, là, il y a 10 000 personnes qui veulent acheter du brocoli à l'épicerie. Chaque semaine, dans l'épicerie, il y a juste 8 000 brocolis de disponibles. Donc, le prix du brocoli augmente. Toi, tu dis, ben, si tu veux que ce soit... Faut tuer 2000 personnes. T'sais, toi, tu dis, ben, il faudrait... Le caribou, lui, dit, ben, il faut qu'il y ait moins de monde qui vienne à l'épicerie. Puis le gars de l'Iris lui dit non, en fait, il faudrait avoir un programme pour avoir du brocoli à bas prix pour les gens à faible revenu. Puis toi, ce que tu dis, c'est ben, pourquoi pas permettre à plus de gens de faire du brocoli, d'en produire, puis de remplir le style de racking à l'épicerie. Puis lui, sa réponse, c'est de dire
Ouais, mais non, parce qu'ils sont pas capables d'acheter le brocoli qui coûte cher. Puis là, tout est comme, mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde qui coûte cher, l'hostie de brocoli. Laisse les gens produire plus. Laisse les gens produire plus. C'est ça la réponse. C'est pose-toi, fais le Jello So Tree, pose-toi la question, quelle politique publique que tu as? Peut-être que c'est vraiment un problème. Peut-être que. Écoute, puis je suis une des personnes qui est très pro-immigration, je le rappelle. Mais il existe probablement un point et des situations dans lesquelles il y a trop un gros choc de population pour s'ajuster. J'ai même des articles qui parlent de ça, Calis. OK? Qu'il y a des fois, il y a des chocs qui sont trop extrêmes, Ouais. trop rapides pour s'accommoder. Puis ça serait faux de le dire. Mais la réponse, c'est que, un, on ne fait pas ça présentement au Québec. Mais deux, une fois que tu dis, OK, est-ce que vraiment c'est un problème? Deuxième étape, c'est est-ce que l'État fait quelque chose pour créer le problème? La réponse présentement, c'est oui. Il y a un paquet de choses qu'on fait qui font en sorte que ça, c'est un problème qui ne devrait même pas exister. Si tu dis, ben, il manque de brocoli parce que. Pourquoi? Parce qu'il y a. Parce que tu ne peux pas produire plus que 8000 pour des raisons de nature, que la nature permet juste 8000 brocolis par année? Probably fucking not. Probablement, ce qui se passe, c'est que tu as des taxes, ou tu as des réglementations, ou tu as des barrières à l'entrée, ou tu as des tarifs, ou tu as des quotas, ou tu as un fonctionnaire qui décide d'avoir un système de gestion du brocoli. Ouais, ou genre qu'il y a quelqu'un qui avant en produisait, mais tu lui as donné il y a 3 ans de subvention pour faire des choux-fleurs à la place. Oui, ça peut être ça aussi. Donc, tu es le résultat d'une autre politique publique. Puis là, ce que le caribou puis le iris moyen me demandent de faire, c'est de dire non, 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 oublie ce point-là. On devrait appliquer ma solution qui est d'ajouter une autre ronde d'intervention qui a un coût, c'est-à-dire qu'on se prive des bénéfices potentiels de l'immigration, puis qu'on dit à une personne pauvre dans un pays pauvre qu'elle devrait rester dans sa place de pauvre, que je devrais faire cette politique-là. Alors qu'il y en a clairement un set de nettement meilleurs sur la table. Non, arrête, là. C'est toi qui n'es pas sérieux dans la conversation. À un moment donné, là, je pense que c'est le temps qu'on le dise aux gens là, que, OK, fine, c'est un argument compliqué que j'ai fait. Je le sais que pour, pour plusieurs personnes, il y a trop d'étapes de raisonnement dans ce que j'ai dit. Ça ne change pas que c'est vrai. Ça ne change pas qu'il y a une tonne de données empiriques. Puis non seulement ça, mais ça explique parfaitement pourquoi il y a des études qui montrent que pour les États-Unis, le niveau d'immigration qu'on a est très positif sur la croissance de productivité, alors que pour des cas comme, par exemple, l'Allemagne, ça n'a pas l'air d'être positif, puis que la Suède, ça a l'air d'être négatif. Bien, ça veut dire que chacun a un point de bascule où il y a quelque chose qui joue pour que l'effet sur les prix est plus important que l'effet sur le revenu, ce qui est le cas en Suède, que les deux s'égalisent, ce qui est le cas en Allemagne, et que l'effet sur le revenu est plus gros, ce qui est le cas aux États-Unis. Bien, c'est que ma manière de voir les choses explique très bien les variances entre pays. Alors que les gens qui disent c'est que la demande, bien, ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi aux États-Unis, il y a les résultats qu'on observe. Les gens qui disent que c'est juste parce que le logement n'est pas assez subventionné. La France subventionne le logement en tabarnak, puis le problème, il est là aussi. Ben, en fait, c'est ça qui a l'air d'être le point directeur de pas mal tous les exemples, c'est que plus une société est bureaucratique, étatisée, plus le gouvernement prend de la place, plus c'est difficile d'absorber le choc, entre guillemets, d'une augmentation de la population. Fait que plus c'est difficile, autrement dit, plus l'endroit où tu vis, c'est difficile d'augmenter des affaires, en diminuer d'autres, offrir plus de services, déplacer les ressources d'un endroit à l'autre, plus ça fait en sorte que les mouvements de population créent une pression là-dessus, puis moins sont capables de subvenir à la demande. Ben ça, là, je veux dire, OK, on peut composer avec ce data-là puis dire, ben sachant ça, il y a des endroits où ils peuvent en prendre plus, il y a des endroits où ils peuvent en prendre moins, où le rythme doit être différent. Mais ça ne peut pas être juste de dire ah, ben là, dans le fond, OK, parfait, la solution, un peu ce que Bernier nous a dit, là, moratoire total, il n'y a plus d'immigrants pendant 10 ans au Canada. OK, fine, mais entre-temps, on fait quoi de tous les problèmes qu'on a qui ne seront pas réglés, là? L'absence de mise en chantier, le fait qu'il n'y a pas assez de maisons pour. OK, je comprends que tu viens jouer sur une variable. Puis là, il y a moins de gens qui veulent de place. OK, parfait. On comprend ce bout-là. Mais ça reste que tu
T'as encore les mêmes municipalités qui empêchent la construction de logements, t'as encore les mêmes règlements débiles, t'as encore les mêmes règles sur la construction, t'as encore le même problème de productivité, t'as encore les mêmes barrières interprovinciales où un travailleur de la construction ontarien ne peut pas venir travailler au Québec et vice-versa. T'as encore les mêmes... Tu sais, tous ces problèmes-là qui ont été identifiés maintes et maintes fois, tu les as pas réglés. Fait Exactement. que, Mais ça, là, ce qui va arriver à la fin de ton moratoire, tu recommences, puis tu recommences le même problème. Hein. mais tu sais, il y a une cruauté que je vais me permettre dans cet épisode-ci, là. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dénigrent l'immigration, mais qui sont très contents qu'elle se produise parce que ça leur évite des affaires, des inconvénients d'arguments qu'ils ne veulent pas assumer. Par exemple, Frédéric Lacroix, ce qu'il ne veut pas dire, probablement, puis je pense que c'est vraiment le cas, c'est que grâce à l'immigration, il peut blâmer la pauvreté relative du Québec sur l'immigration, au lieu de dire, ben, il y a un paquet de gouvernements péquistes qui ont fait des politiques de merde. Puis il y a un paquet de gouvernements libéraux qui ont fait des politiques de merde. Puis ce qu'on a construit depuis la Révolution tranquille, ce que j'idéalise, je ne veux pas admettre que ces politiques-là. La raison, je vais ignorer toutes les autres affaires qui pourraient être plausibles puis qui fit dans l'explication de Geloso parce que je ne veux pas avoir à faire face à d'autres constats qui viennent avec l'admission du point de vue. Ouais. Je pense qu'il y a des gens que c'est vraiment ça. Parce que dès que tu dis ce que j'ai dit aux gens, là, il y en a plusieurs que. J'en ai même un que je me souviens que j'ai eu dans un souper avec un gars qui est proche de Québec Fier. Puis il me disait là, hey, Vincent, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais l'affaire, c'est que X. Et c'est tout le temps ça la réponse. Il y a toujours une sorte d'excuse qui est donnée pour ces mauvaises politiques publiques-là. Et l'excuse est largement toujours politique. Soit que, ben, on ne pourra jamais faire ces réformes-là, donc peut-être qu'on devrait se priver des immigrants, ou ça va être quelque chose comme une variante sur ça, disant, oui, mais tu sais, ça voudrait dire qu'on se départit de quelque chose de la Révolution tranquille. J'ai littéralement eu cet argument-là d'une autre personne. Puis je suis comme, mais vous êtes en train d'admettre que vous ne croyez même pas votre propre argument. Puis ça, non seulement ça, mais il y a une autre conversation que j'ai eue avec Lacroix, c'est pour ça que je me permets de le dire, où est-ce qu'il m'a laissé sous-entendre que c'était exactement ça qu'il pensait, qu'il ne croyait même pas son argument, que c'est largement adopté pour des raisons de cohérence logique avec un autre point qu'il veut faire et qui est plus important pour lui. Et donc, il ne veut pas admettre que ce que je dis peut fitter dans son explication parce que s'il le fait, ça affecte un autre de ses points. Moi, je m'en calisse si ça affecte un point politique. J'en fais pas de politique. Je m'en contre-carisse de si tu veux être aimé de telle personne dans tel parti. I don't give a shit. Si tu m'aimes, fine. Si tu m'haïs, also fucking fine. Mais je me soucie pas de si mon argument est bon politiquement ou non. Il est valide et il est vrai. Ben, en fait, ça revient un peu à ce que je disais à un moment donné. Si votre position, c'est de dire que vous ne voulez pas avoir d'immigration, puis que vous voulez. C'est une politique largement auquel vous êtes opposé pour des raisons ethnico-culturelles, ben dites-le. Dites-le. Essayez pas de le faire passer avec des raisons un peu alambiquées. Moi, rendu là, j'aime mieux quelqu'un qui me dit moi, écoute, je suis contre l'immigration, je veux pas qu'il y ait d'immigration au Canada. Puis je vais dire ben, OK, fine, c'est ton avis, c'est ton point de vue. Tu as le droit d'avoir ce point de vue-là, j'ai le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord. Mais essaye pas de, dans le fond, c'est un peu ce que tu dis souvent, de me vendre une idée qui t'avait déjà avant de prendre en considération le problème que tu prétends expliquer par ça. Parce que, tu sais, la crise du logement, il y a des trucs de Pierre Desrochers où il parlait de ça, genre en 2014, 2001, dans le temps que tout le monde se foutait complètement de ça. Là. Puis là, somehow, c'est devenu un sujet depuis 3-4 ans à cause de la pandémie, puis de la flambée des prix, puis de tout ça. Là. Mais dans le temps que Pierre parlait de ça, au début des années 2000, il n'y a pas personne qui était comme la crise du logement, c'est causé par l'immigration. Il n'y a pas personne qui parlait de ça. Personne. Mais non, mais ça confirme le point fondamental qu'il y a des gens qui, comme j'essaie de le dire souvent, qui ont un problème pour la solution. Puis c'est quelque chose qu'ils auraient toujours voulu. Puis à la limite, j'aime mieux débattre avec un Éric Zemmour qu'avec un Frédéric Lacroix parce que Éric Zemmour, à la limite, il dit que c'est pour des raisons, comme toi tu dis, ethnico-culturelles. Puis dans ce cas-là, c'est bien plus facile de faire un débat de morale parce que je peux. Et que j'ai pas besoin de faire d'argument de preuve, j'ai besoin de faire un argument de suprématie morale.
C'est juste ça que j'ai besoin de faire. C'est beaucoup plus facile pour moi, dans ce cas-là, de faire un argument. Alors que Lacroix fait constamment du changement de goalpost, comme on dit en bon anglais, goalpost shifting, entre un argument qui est factuel, dans lequel je dois faire un effort plus important pour répondre, et un argument ethnico-culturel. Celui qui est celui de la crise du logement, c'est un argument de fait et un argument d'avoir un cadre théorique qui explique ça. Alors que les arguments de je veux pas que ma nation, je veux pas envie de peser j'ai pas envie d'avoir le choix de, comme disait, il y a quelqu'un qui avait dit ça aux États-Unis, il dit I don't want to have to press 2 for English. Euh, si c'était ça ton argument, je peux te répondre facilement, en fait. C'est beaucoup moins d'effort pour moi si tu fais cet argument-là. Puis ça devient un débat de suasion morale, pas un argument de suasion factuelle. Puis je préfère avoir le caribou de cabane à sucre, genre Alexandre Cormier-Denis, que Frédéric Lacroix, parce qu'au moins Cormier-Denis, il me le dit exactement ce qu'il pense. Sincère, je pense, un peu dégoûtant, mais sincère. Et donc, je le considère comme un discutant de bonne foi. C'est pour ça que j'ai débattu avec lui. Mais je pense pas que Lacroix, je suis capable de débattre avec lui largement parce qu'il fait du back and forth entre le factuel puis l'ethnico-culturel, puis c'est du goalpost shifting, puis ça n'a aucune valeur dans les conversations. C'est un peu comme quand je disais, je l'ai dit plusieurs fois, ça à des gens, je disais, ouais, mais OK, mais si votre argument, c'est de dire, les immigrants, ils viennent, c'était un discours très populaire en France, ils viennent pour profiter des programmes sociaux, puis tout ça, puis j'étais comme, mais pourquoi, dans ce cas-là, vous vous opposez pas à la prolifération de ces programmes-là, ou encore que vous, tout simplement, tu peux prôner un truc. Une exclusion de l'État-providence pour Ouais, les carrément. non-nationaux. Tu te dis, ben écoute, tant et aussi longtemps que tu n'as pas ta citoyenneté, C'est pas éligible. ces programmes-là ne te sont pas éligibles. Là, tu te rends compte que, ah ouais, non, ils ne veulent pas cette solution-là parce qu'elle viendrait annuler ce qui était désiré à la base, c'est-à-dire l'absence d'immigration. Fait que tu comprends que la solution, dans le fond, doit toujours être le premier truc qui avait été proposé, parce que sinon, non, ça marche pas. C'est pour ça qu'encore une fois, je considère des Éric Zemmour et des Alexandre Cormier-Denis comme étant des gens qui expriment de bonne foi leurs arguments, avec qui je ne suis pas du tout d'accord, mais ils sont de bonne foi. Ils ne jouent pas sur d'autres tableaux. Ils sont très clairs sur leurs propos et il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de malice. Ouais. C'est un argument. En fait, tu peux dire que tu n'aimes pas l'argument, que tu le trouves dégueulasse. Donc, malice, c'est peut-être pas de malice, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est un argument qui est avancé sincèrement, sans cachotterie. Et ça, c'est beaucoup plus respectable que des arguments, que le même argument, mais dans lequel tu mélanges du faux factuel avec des faux arguments, puis dans lequel tu es prêt à changer de position radicalement. Ouais. Surtout si admettre que mon cadre à moi fonctionne et est capable d'expliquer, te force à admettre que peut-être tes autres affaires, c'est de la bullshit. Ben dans ce cas, tu n'étais pas un partenaire de bonne foi. Mais c'est pour ça, moi, que je pense que les pires dans cette conversation-là, on n'en a pas encore parlé, là, mais dans ceux qui interviennent, c'est le péquiste social-démocrate, genre à la Jean-François Lisée, que lui, son argument par rapport à ça, tu sais, c'est comme, ça sert, mais 4 niveaux plus loin. C'est qu'en gros, la crise du logement, causée, selon lui, par l'immigration. C'est au bout du compte de toutes les affaires, il doit parler de ça parce que c'est un talking point pour montrer comment le Canada ne fonctionne pas et donc promouvoir la souveraineté. Là, t'es comme, OK, là, on est rendu loin dans le truc. Puis, tu sais, il n'est absolument pas intéressé à ce que tu lui expliques que, ouais, mais ça ne marche pas de même pour telle et telle raison et voici ce qu'on pourrait faire parce que l'objectif ultime, c'est de montrer que le Canada est détraqué et donc le Québec devrait être maître de ses politiques migratoires. Détraqué pour un certain ensemble de raisons. Parce que tu ne peux pas admettre qu'il est détraqué pour des raisons comme, par exemple, à cause de la péréquation. Tu ne peux pas faire cette admission-là. Il faut que ça soit, c'est pas juste que le Canada est détraqué, il faut qu'il soit selon certains angles. Donc, tu ne peux même pas te permettre certains arguments qui sont cohérents entre eux, mais qui ont plusieurs implications politiques incohérentes. Donc, l'argument est cohérent sur sa propre prémisse, mais il mène à des implications que tu ne peux pas prédire sur des bases politiques et qui peuvent changer en fonction des circonstances politiques. Mais comme j'ai dit, je m'en calisse des politiciens. Je vais parler à tous les politiciens, je vais leur dire toujours la même crise d'affaires. Je suis sans variance.
j'explique et je dis toujours la même calice de choses. Exact. Écoutez, si vous voulez avoir les podcasts aussitôt qu'ils sont prêts ou à peu près, vous pouvez vous abonner au Patreon et avec le lien qui est au bas de l'écran ou si vous faites Yann et Frank sur Patreon, vous allez tout trouver ces épisodes-là. Pour l'instant, ce sont dans la séquence temporelle où on est, c'est des épisodes que vous avez en accès anticipé. Normalement, dans les formules traditionnelles, c'est des podcasts plus longs avec des parties bonus, format auquel on reviendra dans quelques semaines. Donc, c'est ça, abonnez-vous et rejoignez-nous pour aussi même pouvoir poser vos questions quand on fait des Q&A, comme ça a été le cas il y a quelques semaines. On en refera bientôt, éventuellement. Et c'est ça, on se reparle la semaine prochaine.